Ici Charles Tisser, bienvenue à Découverte. Au programme, un biocarburant expérimental à base de microalgues pourrait permettre de réduire les émanations de CO2 dans l'atmosphère. Les revers technologiques d'une jeune biologiste. Les passages phoniques de la nouvelle route Québec-Saguenay. Les animaux en raffolent. Et les paysages spectaculaires de la Lune grâce aux images en haute résolution de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA. La diminution des réserves d'énergie fossile et le réchauffement climatique rendent nécessaire le développement de nouvelles sources d'énergie. La recherche sur les biocarburants progresse, mais elle n'a pas encore permis de trouver le carburant de l'avenir. Pour l'instant, on mise sur l'alcool, l'éthanol et le méthanol comme complément à l'essence. Mais une autre voie pourrait offrir la solution. Alicante, Espagne. Dans le parc industriel qui ceinture la ville, des sculptures iridescentes. Soldats lumineux qui se dressent fièrement sous le ciel étoilé. À l'intérieur, des milliards et des milliards d'algues microscopiques qui fabriquent le pétrole du futur. Ces tubes, c'est une idée devenue réalité. Un rêve que caresse depuis des années cet homme. Un ingénieur qui a longtemps travaillé dans le pétrole au Moyen-Orient. Son nom, Bernard Mougin. Il a accepté de nous recevoir dans son bureau d'Alicante. Une rencontre en coup de vent. Il arrivait d'Allemagne et il repartait en soirée vers Paris. Un livre, paru en 2005, allait changer le cours de sa vie. Quand Al Gore a sorti son livre sur le fameux problème du CO2 et environnemental, ça m'a extrêmement, non pas choqué, mais ça a attiré mon attention. Et il y a une chose qui a attiré mon attention immédiatement en disant « mais le CO2, Al Gore est en train de démoniser, et il a raison, parce qu'il ne faut pas trop en mettre, mais d'un autre côté, on a besoin du CO2 pour la vie. La base de la vie, c'est le CO2. S'il n'y avait pas eu de CO2 sur Terre, il n'y aurait pas eu de photosynthèse et il n'y aurait pas eu de vie. » Le CO2, le dioxyde de carbone, c'est la nourriture des plantes. Il les aide à croître, donc à produire de la biomasse en exploitant la lumière du soleil, d'où le nom de photosynthèse. Depuis toujours, les plantes utilisent le CO2, un élément fondamental du cycle de l'énergie lié à la vie sur notre planète. L'idée est venue immédiatement en disant « mais si le CO2 est à la base de la vie et en réalité l'énergie c'est le carbone, pourquoi ne pas récupérer le CO2 ?» La question est brûlante d'actualité, alors que la combustion des énergies fossiles telles que le charbon, le gaz naturel et le pétrole dégagent des quantités industrielles de CO2, un gaz à effet de serre puissant, responsable en partie du réchauffement planétaire. Mais comment récupérer cet excédent de CO2 et l'empêcher de se retrouver dans l'atmosphère? La réponse se trouvait dans le champ d'expertise même de Bernard Mougin. J'avais mes pairs dans le pétrole avec qui j'avais travaillé qui me disaient toujours « le pétrole a été formé à base de matière organique ». Mais ne te fais pas d'illusions, on ne trouvera jamais une dent de dinosaure dans un puits de pétrole. Ça a été de la matière organique très petite et microscopique, ça a été des micro-organismes tels que phytoplancton et ainsi de suite, qui se sont amassés il y a quelques millions d'années, quelques milliards d'années. Le phytoplancton, le plancton végétal, c'est l'ensemble des organismes qui vivent en suspension dans l'eau. Il représente à lui seul 50% de la biomasse produite sur la planète. Sa nourriture, le fameux CO2, sans lequel il ne peut vivre et se multiplier. Quand ces organismes meurent, ils tombent sur les fonds marins où ils s'accumulent. À la longue, les sédiments recouvrent ces végétaux microscopiques qui commencent alors à se dégrader. Sous la pression et la chaleur, le CO2 contenu dans le phytoplancton
se transforment en chaînes de carbone, comme celles que l'on trouve dans le pétrole fossile. Ce sont les fameux hydrocarbures, pétrole, gaz et charbon, dont notre civilisation ne peut se passer pour l'instant. Demain matin, il peut nous arriver un problème énergétique comme le pétrole. On coupe les sources d'accès du pétrole et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus un avion qui vole. Il n'y a plus. C'est quand même ça. Vous êtes déjà pensé à ça? Comment allez-vous faire pour faire décoller un avion de 3 ou 400 tonnes, un 747, avec simplement des plaques photovoltaïques? C'est pas possible. Il vous faut un combustible dense et énergétique. Donc, à partir de là, vous avez déjà la vision du futur. Mais comment produire ce combustible de remplacement? En s'inspirant de la nature et de la manière dont elle a produit les hydrocarbures. Bernard Mougin s'est donc naturellement tourné vers les micro-organismes contenus dans le phytoplancton. Ce sont de véritables magiciens, capables de changer la lumière et le CO2 en matière organique. Et un des échangeurs les plus performants, ce sont les microalgues. C'est pour ça que ce sont elles qui sont à l'origine du pétrole. Parce qu'en une journée, elles se reproduisent d'abord automatiquement. Un arbre, il vous faut quand même quelques mois ou quelques années avant qu'il se reproduise. Une algue, elle se reproduit en 24 heures. Donc l'échange énergétique est très très rapide. Ces algues, invisibles à l'œil nu, sont généralement formées d'une seule cellule qui réunit toutes les fonctions essentielles à sa survie, respiration, photosynthèse et reproduction. Elles ont colonisé tous les recoins de la planète. Ces microalgues sont d'authentiques usines biochimiques en miniature. Certaines espèces produisent une grande quantité de lipides, en particulier des acides gras qui, dans certains cas, ressemblent à du pétrole. Microalgues plus CO2 plus soleil plus eau. L'équation prend forme, mais comment la mettre en pratique? Bernard Mougin a encore puisé dans son expertise d'industriel de haut niveau pour établir un plan d'affaires. Biofuel Systems, BFS, était né. Première décision, s'installer à Alicante, là où le soleil et la mer sont toujours au rendez-vous. Deuxième décision, trouver les spécialistes qui voudront participer à l'aventure. Troisième décision, construire une usine pilote dotée de laboratoires de première classe. Voici le saint des saints. Ici n'entre pas qui veut, car s'y trouve le secret le mieux gardé de BFS, des microalgues triées sur le volet. Derrière ce choix, le biologiste Frédéric Fonlu. On va chercher des algues qui se multiplient et qui aient une concentration en énergie très élevée dans la biomasse. Quand on a fixé ces critères, on a eu une vingtaine d'espèces que l'on maintient. D'accord? Ça, ce seraient les souches mères. À partir de là, on extrait de ces souches des algues que l'on va concentrer et ensemencer les photobioréacteurs de production. Ces microalgues, BFS est allé les chercher directement dans la mer. Dans cette tasse d'eau de mer, ça grouille de vie. Si vous prenez 1 millilitre d'eau de mer, à ce moment où vous allez à la plage à Alicante, vous prenez 1 millilitre d'eau de mer, vous allez avoir à peu près 100-200 cellules et à peu près 20-40 espèces différentes. Mais si on se déplace de quelques kilomètres seulement, ce sera d'autres espèces. Jusqu'à maintenant, les scientifiques ont répertorié 30 000 espèces de microalgues. Le défi est de trouver les espèces d'intérêt industriel. C'est alors que le travail de laboratoire commence. Le but de la manœuvre, c'est qu'elle soit résistante et qu'elle soit bien adaptée aux conditions de superintensif, puisqu'on va travailler avec des millions et des millions de cellules. Il y a 2 ans, l'équipe de Frédéric Fonlu a trouvé une espèce particulièrement intéressante. Riche en lipides, elle est aussi naturellement riche en oméga 3. Pour savoir si cette microalgue pouvait supporter les rigueurs d'une culture intensive, BFS est passé en phase pré-industrielle, en s'associant à un partenaire qui lui fournit le CO2. Voici Cemex, une cimenterie.
Un choix éclairé, car les cimenteries sont responsables de 10% de tout le CO2 produit par les industries lourdes. C'est dans les gaz expulsés par cette immense cheminée industrielle que l'ingénieur Jesus Gil vient chercher le CO2 dont a besoin BFS. Mais ces gaz contiennent des impuretés qu'il faut enlever. Voici l'unité de traitement des gaz. Là, on voit la colonne dans laquelle nous allons traiter les gaz en y injectant du liquide. Résultat, des gaz où il n'y a plus de soufre ni de solide en suspension. Pour l'instant, BFS n'a pas besoin d'une grande quantité de CO2, mais il doit pouvoir y accéder en tout temps. C'est la tâche de l'ingénieur Eduardo Rodriguez. Voici les tuyaux qui arrivent de la cimenterie Cemex et qui transportent les gaz, en particulier le CO2. Ensuite, nous allons mélanger les gaz avec de l'air dans l'une des pièces qui se trouve à l'intérieur de l'usine. Grâce à des détecteurs de CO2, nous sommes en mesure d'établir la quantité de gaz dans le mélange et donc de choisir le pourcentage de CO2 avec lequel nous avons l'intention de nourrir les microalgues. Le CO2 nettoyé est alors injecté dans les photobioréacteurs contenant une base de microalgues. On a une première phase qu'on appelle la croissance. Avec la lumière, elle croît, elle se multiplie et elle monte jusqu'à une concentration qu'on appelle de production. Quand on arrive à cette concentration de production, on récolte tous les jours. La concentration des microalgues est alors phénoménale. Entre 200 et 500 millions de cellules par millilitre, l'équivalent de quelques gouttes d'eau. Ces énormes quantités sont dues à la conception même des photobioréacteurs construits en hauteur. Pourquoi le système vertical? Parce que, comme vous voyez, on multiplie notre surface de captation de la lumière. D'accord? Donc on a plus de mètres carrés par mètre cube d'élevage. Très important. Captation de la lumière, c'est l'énergie des algues. Deuxièmement, on contrôle tous les paramètres. D'accord? Puisque c'est une structure fermée. Comme on travaille avec de la pression, tout sort. Donc on évite au maximum les risques de contamination. Là encore, des années de recherche et de tests pour définir les niveaux de lumière, la température, les nutriments, bref, tous les facteurs de croissance. En 2005, BFS était l'une des rares entreprises à travailler avec des microalgues. Aujourd'hui, il y en a plus de 400 à travers le monde, dont plusieurs sont financées par des grandes pétrolières. Chaque entreprise utilise des microalgues ou des bactéries différentes que parfois elles ont même modifiées génétiquement. BFS a plutôt décidé de faire confiance à des microalgues non modifiées, telles que la nature les a créées, car elles ont passé avec succès le test du temps. La culture des microalgues peut se faire de différentes façons. Certaines entreprises utilisent un système ouvert, où de vastes étangs mettent l'eau contenant les microalgues en contact direct avec le soleil. Il y a aussi le système en vase clos, avec des tubes souples ou rigides, ce qui est le choix de BFS. Tous les systèmes peuvent avoir leurs avantages et tous les systèmes ont des inconvénients. Le nôtre aussi avait des inconvénients. Le but de la manœuvre, c'est d'essayer de choisir le meilleur système de production et d'ensuite de résoudre les problèmes. Nous, on a réussi à résoudre les problèmes de base, qui étaient justement tout le système de recirculation, le système éviter la contamination, le système de nettoyage, le système d'injection des nutriments, le système de dissolution du CO2 qui, dans des structures comme ça, est parfaite. Ça, c'est très important. Quand un tube devient vert, c'est que la quantité de microalgues est à son maximum. On passe alors à l'étape suivante, l'extraction de la biomasse. Le contenu des tubes est acheminé à l'intérieur de l'usine pilote jusqu'à cette centrifugeuse,
qui extrait 99% de l'eau. Impossible de voir comment fonctionne cette machine. Secret industriel. Ce qui demeure, c'est cette biomasse, cette pâte. C'est pour elle que BFS existe. Après la pause, le pétrole vert. Les premiers travaux sur la production de carburant à base d'algues datent du milieu des années 1970, dans la foulée du premier choc pétrolier. 40 ans plus tard, les chercheurs s'approchent du but. Cette pâte épaisse, visqueuse, qui sent très fort le marais et le bord de mer, pourrait bien transformer le monde. Le futur est entre mes mains. C'est cette biomasse, cette pâte, que nous allons transformer en biocombustible. Mais d'abord, cette pâte doit passer par le contrôle de la qualité. Domaine de l'ingénieur chimiste Eloy Chapuli Fernandez. Le plus important quand nous obtenons la pâte, c'est de déterminer les quantités de protéines et de lipides qu'elle contient. C'est la meilleure façon d'établir sa valeur en termes énergétiques et économiques. Le résultat est probant. Non seulement l'espèce de micro-algues choisie par BFS prolifère rapidement dans les tubes, mais surtout, elle produit une biomasse riche en lipides, plus particulièrement en acides gras, ce qui est le but recherché. Les acides gras sont en fait des chaînes de carbone, qui présentent une grande similitude avec celles contenues dans les hydrocarbures fossiles, au point où ils pourraient les remplacer. Le produit obtenu se compare à du pétrole brut léger, comme on en obtient en Libye par exemple. Plus le produit est léger, plus il a de la valeur, parce qu'il est plus facile à raffiner, plus facile à transformer, plus facile à pomper, plus facile à travailler. Il ne reste plus qu'à se livrer à un raffinage léger, comme on le ferait avec un pétrole de bonne qualité, tel le Arabian Light. Voici le biopétrole que l'on obtient. En fait, nous copions la nature. Enfin, le moment de vérité. Le moteur fonctionne bien. On a même déjà fait voler un petit avion avec ce genre de pétrole vert. Le pouvoir calorifique, c'est-à-dire la valeur énergétique d'un baril de pétrole conventionnel lors de sa combustion, est défini en kilocalories par kilogramme. L'essence, par exemple, montre une valeur énergétique de 10 500 kilocalories par kilogramme. Vérifiée par des experts indépendants, celle d'un baril de pétrole de BFS est de 9 700 kilocalories par kilogramme, ce qui est très proche de l'essence. Mais la grande différence, c'est que chaque baril de pétrole vert produit par BFS élimine 1 tonne de CO2 qui aurait été autrement relâchée dans l'atmosphère. Voici le calcul. Il faut 2 tonnes de CO2 pour produire un baril de pétrole vert BFS. Mais ce même baril ne libère qu'1 tonne de CO2 lors de sa combustion. Gain net, 1 tonne de CO2 en moins dans l'atmosphère. C'est un bonus pour les grandes entreprises comme les cimenteries, les centrales thermiques au charbon ou au gaz, les incinérateurs et toutes les autres usines de transformation polluantes. Pierre Barros pense donc avoir de bons arguments pour convaincre les industries lourdes d'utiliser la technologie de BFS afin de réduire leurs émissions de CO2. La grande révolution, c'est qu'on a besoin de ne rien changer. On utilise les mêmes moteurs de voitures, les mêmes turbines pour les avions, on ne change rien.
L'approche de BFS a un autre mérite. Elle pourrait aider à réduire la culture de certaines plantes pour la production de biocarburants, particulièrement le maïs. On va libérer les terres agraires parce qu'on n'a pas besoin d'être sur des terres agricoles. On peut être sur des friches industrielles, des zones semi-désertiques, voire désertiques. Et on a des rendements qui sont élevés, qui nous permettent effectivement d'envisager de rendre indépendants certains pays au regard des installations qu'on pourra mettre en face. Donc c'est une réelle solution et un pas technologique fort. Reste maintenant à savoir si l'utilisation sur une base industrielle du système BFS sera rentable. C'est l'étape ultime. Entre l'usine pilote, où les micro-algues sont dorlotées, et la production à grande échelle, alors qu'il y aura des milliers de tubes en opération, il y a une marge. Et effectivement, ça ne va pas se faire en 6 mois, mais d'ici à 2, 3, 4 ans, il y aura une vraie réalité de déploiement sur des belles surfaces, parce qu'on a déjà 3 unités en construction, et ça c'est concret, c'est réel, et ça a été signé. À Madère, au Portugal, BFS construit actuellement une centrale électrique de 10 MW qui fonctionnera avec du pétrole vert. À Almeira, en Espagne, une usine couvrant 350 hectares abritera des milliers de photobioréacteurs et produira à terme des dizaines de milliers de barils de pétrole BFS. Cette manière de faire est fidèle à la vision de Bernard Mougin, une vision qui tient dans cette courte phrase « Comment révolutionner les choses sans faire la révolution ?» Je ne le fais pas dans le but de faire une révolution. Je n'ai pas envie de gêner qui que ce soit. Je n'ai pas envie de gêner les compagnies pétrolières, par exemple. Ce n'est pas mon but. De toute façon, elles sont beaucoup plus fortes que moi. Elles pourront faire tout ce qu'elles veulent, il n'y a aucun problème. Mais elles se rendent bien compte que dans un futur proche, ils ne pourront plus brûler leur pétrole parce qu'il émet du CO2. Pour parvenir à trouver une solution à ce problème épineux, le chemin a parfois été douloureux pour Bernard Mougin. Il y a eu beaucoup de travail et il reste encore beaucoup de travail à faire. Et je vous dis franchement, je me suis réveillé certains matins ou certaines nuits en disant « mais c'est pas possible, tu t'es trompé, c'est pas possible, ça va pas marcher ». Et je vous garantis, alors ça c'est une chose que moi-même je ne comprends pas, tous ces challenges ont été passés. Sans problème, les résultats étaient là. Au-delà de mes espérances, j'étais inquiet. Tout au long du parcours, j'étais inquiet. Je dis, mais on ne va pas sortir ça, mais ça va, il va y avoir des problèmes là au point de vue énergétique. On va pas... Et on a passé toutes les étapes, les unes derrière les autres, sans problème. Dans cette aventure, Bernard Mougin a fait alliance, tout comme ses concurrents, avec les plus vieilles créatures de la Terre. Ce sont elles, ces algues microscopiques, qui ont transformé notre planète au cours des âges. Et elles sont encore là, aujourd'hui, à l'avant-garde du changement. Découverte à 25 ans. C'est une belle occasion pour nous d'explorer ce qu'est l'esprit scientifique, de raconter la science au quotidien, à partir de 1001 histoires, des récits qui nous font découvrir la créativité, l'intelligence, l'humour et la passion des scientifiques. Moi, je suis de la génération techno, donc je suis née avec la technologie, je l'utilise quotidiennement. Par exemple, dans mon projet de recherche, moi, j'ai fait ma maîtrise en biologie. Je travaille dans les rivières avec les poissons. Donc, j'avais la chance d'avoir un projet de recherche super technologique. Par exemple, des données qu'on devait prendre, c'était des données de courant. Donc, on utilise un courantomètre qui permet de donner une mesure de vitesse. Quelle absurdité de la chose, ce courantomètre n'est pas résistant à l'eau. Donc, lorsqu'on est arrivé dans la rivière et qu'on a voulu prendre nos mesures, il est arrivé ce qu'il fallait qu'il arrive. En fait, il y avait un peu d'humidité, de l'eau de pluie un peu qui s'est accumulée, donc notre appareil ne fonctionnait plus. Puis on était fâchés, là, c'est ça, ça a généré de la frustration, tout ça, là, parce qu'on a une journée, nous, là. Là, on s'est retrouvés 4 jeunes, belles filles intelligentes,
dans la rivière avec nos salopettes. Et là, un peu surprise face à le néant. Et là, on s'est retrouvés à qu'est-ce qu'on fait? On s'est rappelé que, en fait, il y a des bonnes vieilles techniques qui sont toujours utiles pour mesurer le courant, par exemple, de mettre un objet flottant, par exemple une balle, qui va avancer dans l'eau. On a seulement à mesurer, dans le fond, la distance parcourue dans 30 secondes, par exemple. On a fait « Ah, mon Dieu, c'est si simple! » Et pourtant, face à la situation dans la rivière, on était vraiment pris au dépourvu. Je trouve que ça nous a démontré justement à quel point, des fois, on utilise la technologie, on pense que ça va régler tous nos problèmes, mais des fois, ça en crée des nouveaux. Quand on travaille avec la nature, des fois, on n'a pas le choix de s'inventer des instruments, finalement, qui nous permettent de ramasser les données quand même, mais qui sont pas super techno, qui sont pas très à la mode, mais qui fonctionnent très bien. Après la pause, des passages phoniques populaires. La nouvelle route entre Québec et Saguenay n'est pas seulement sécuritaire pour les automobilistes, elle l'est aussi pour les animaux. Pour la première fois au Québec, des dizaines de passages phoniques ont été inclus dans la construction d'une autoroute de grande envergure et ils sont très fréquentés. Ils s'approchent avec prudence ou traversent avec insouciance. Une aventure périlleuse qui parfois finit mal. La route qui relie Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean était une des plus dangereuses de la province. À chaque année, on comptait des dizaines d'accidents, dont de nombreuses collisions avec des orignaux. Elle coupe en deux un vaste massif forestier de 7861 km², le domaine de nombreuses espèces de mammifères. Depuis le début de sa réfection en 2006, la route qui traverse ce territoire est plus sécuritaire pour les automobilistes avec ses 4 voies sur 174 km. Mais on ne change pas ainsi le paysage sans qu'il y ait un impact majeur sur la faune. Nous, quand on a eu un projet quand même de 174 km d'autoroute à mettre dans une réserve faunique, c'est sûr que là, on s'est posé la question. Là, on passait d'une petite route relativement étroite, qu'on a élargie, mais toujours dans la même emprise, à une emprise de 90 mètres, des fois 110, des fois plus. Alors, pour les animaux forestiers, c'est des milieux intraversables. Alors, on sectionnait la réserve faunique en deux. Pour la première fois au Québec, dans un projet de grande envergure, on a pensé aux animaux. Le défi était de taille, leur permettre de circuler quand même de part et d'autre de l'autoroute. On a installé une clôture de 2 mètres des deux côtés de la route sur une distance de 67 km aux endroits où il y avait le plus de collisions. On a aussi aménagé 39 passages pour les animaux. On est au confin de 3 vallées. La vallée du ruisseau Taché, la vallée de la rivière Cachée, la vallée de la rivière Jacques-Cartier. Alors, pour les orignaux, c'est un carrefour. Alors, on leur a aménagé un échangeur. Le biologiste Yves Bédard est le concepteur des passages fauniques aménagés sous la route 175. Il montre avec fierté les installations à un groupe de scientifiques. Ici, c'est la décharge du lac à Noël. C'est un passage qui est aménagé pour la grande faune. Alors, cet aménagement-là fait partie de tout le complexe qui a été pensé pour s'assurer que les orignaux circulent de part et d'autre, puis ils ne se retrouvent pas sur nos routes. Nos statistiques disent une centaine d'orignaux par année, donc à peu près aux 2 jours, il y a un orignal qui passe dans le passage, c'est excellent. Les milliers de photos prises depuis 2 ans ne laissent aucun doute. Le roi de nos forêts est devenu un client régulier des passages pour la grande faune. De jour comme de nuit, on voit cet infatigable promeneur sous toutes ses coutures et parfois de très très près. Presque toutes les espèces de mammifères de la réserve faunique ont été photographiées circulant dans ces passages, dont certains sont spécialement aménagés pour la petite faune. Mais ici, on a mis une petite buse en ciment pour la petite faune. Ça a l'air de rien comme ça ici, mais tout a été pensé pour la petite faune, l'assurer un couvert. Puis même pour traverser le ruisseau, on a mis des troncs d'arbres. Et puis, on a même appâté le passage pour favoriser le déplacement des animaux. À nos yeux, ce simple tuyau de ciment sous l'autoroute n'a rien d'attrayant.
Mais pour la petite faune qui recherche des lieux sombres et discrets, cet endroit est parfait. Et ce n'est pas le fruit du hasard. C'est des animaux qui ne viennent pas à milieu ouvert. Alors, il faut s'assurer de mettre des végétaux, puis en attendant que les végétaux aient une croissance suffisante, on met des débris végétaux, des souches, des troncs renversés. Ça assure le couvert, puis éventuellement, la flore va prendre le relais. Il faut vraiment penser, je suis un vison, là, puis moi, je passe pas là parce que c'est trop découvert. On se met dans sa peau, puis on y prépare tout le chemin pour que ça soit facile. Chaque passage est doté de caméras qui combinent détection de chaleur et de mouvement. Elles permettent d'en mesurer la fréquentation. Les passages pour petite faune sont toujours situés près d'un cours d'eau parce que c'est le long des berges que ces animaux se nourrissent. Les passages petite faune prennent différentes formes, comme cette tablette placée à l'intérieur d'un ponceau déjà construit. Beaucoup de déplacements se font la nuit. L'hermine et le vison, des espèces qu'on n'a pas souvent la chance de voir, sont vite devenus des habitués. Y a-t-il beaucoup d'événements? 94 événements. 94, c'est bon, ça passe en masse. On va réappâter le passage. On va changer la carte. Oui, c'est bon. Ça, c'est une bonne circulation d'animaux. Là, tantôt, on a vu qu'on avait 94 événements, ce qui est excellent en 2 semaines. Là. Donc, c'est beaucoup d'animaux. Là, on parle évidemment de petits animaux. On parle des mustélidés, donc les visons, les blettes. On va avoir éventuellement des loutres qui vont passer là-dedans. On a des micro-mammifères comme des musaraignes, des souris, des campagnols. On a du porc-épic, raton laveur, beaucoup d'animaux. C'est surprenant. En fait, on est rendu à peu près à 25 espèces. On a même un ours qui a passé dans ce tuyau-là. Bon, lui, c'est l'appât qui l'intéressait beaucoup, là. Mais c'est quand même incroyable, là. L'idée des passages fauniques vient d'Europe. Les aménagements le long de la 175 sont inspirés, entre autres, des travaux du Français Jean Carcignol, qui est venu visiter les installations québécoises. C'est parfait, il n'y a rien. C'est très bien. Il y a des petites variantes, des choses, mais ça me donne des idées justement. Hein. Quand les passages pour la faune sont mis au bon endroit, qui sont bien adaptés aux animaux qu'on veut voir passer, ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne aussi au niveau des populations, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les contacts entre les deux côtés de l'autoroute sont rétablis et les populations se portent mieux. Circuler sans contrainte est une question de survie pour les animaux. Qu'il s'agisse de se nourrir, de se reproduire, de fuir les prédateurs et de trouver un abri. Chaque nouvelle route fragmente un peu plus leur territoire, ce qui peut entraîner l'isolement des populations et leur déclin. Les passages fauniques remettent en réseau les animaux de part et d'autre de la route. Quand on parle de biodiversité, c'est ça la biodiversité. C'est les petits animaux, c'est les petits mammifères, c'est les mustélidés, c'est le vison, la martre, le pécan. Ça fait partie de la biodiversité. Alors, quand on veut protéger ces espèces-là, il faut agir en conséquence. On ne peut pas juste en parler de la biodiversité, mais il faut poser des gestes. Là. Les fréquentations du passage du ruisseau Bureau, conçu pour la petite faune, ont causé toute une surprise aux chercheurs. Alors, vraiment, on a été étonnés. On a voulu remonter nos caméras, puis on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'orignaux qui passaient là. Puis ils devaient faire des contorsions pour être capables de se glisser sous le passage. Et puis, dans la littérature, on nous avait dit, ce genre de structure-là, oubliez ça, il n'y a pas d'orignaux qui vont passer là. Puis là, on montre ça à nos collègues maintenant, puis là, ils sont « Ouh, les orignaux sont pas si difficiles que ça. » Il y en a qui hésitent, hein, mais les femelles ont déjà connu le passage, alors ils poussent les jeunes, « Vas-y, il n'y a pas de danger, tu peux y aller. » Puis c'est ça, les gros mâles, eux, sont obligés de se contorsionner un peu pour rentrer en dessous. Puis on a appris beaucoup avec ça, puis on a appris à beaucoup de gens aussi, là. Parce que l'orignal, en abondance comme ça, dans des conditions difficiles comme ça, il y a juste au Québec qu'on a ça, là, à dealer avec ces problèmes-là. Alors là, on est en train de développer l'expertise. Par rapport à l'Ouest, eux ont très peu d'orignaux, puis dans leur livre à eux, ça passait pas là-dedans. Ben nous, ça passe, là. C'est intéressant. Cette image vaut 1000 mots. Une collision évitée. Chacun emprunte sa voie pour passer en même temps. Y a-t-il moins de collisions avec les orignaux depuis l'aménagement de ces passages? Il n'y en a plus là où on retrouve une combinaison de passages et de clôtures. C'est une excellente nouvelle, mais le problème persiste ailleurs. Maintenant,
On a planifié ces clôtures-là avec des données qui dataient déjà de 10 ans. Puis on s'aperçoit que ces données-là ont changé beaucoup. Le milieu a évolué beaucoup, la densité d'orignaux a augmenté beaucoup. Fait que depuis le début, on a passé du simple au double. Les orignaux, près de 2, les orignaux au 10 km² à plus de 4. Ce qui fait qu'il y a des secteurs qu'on n'avait pas clôturés, qu'on n'avait pas prévu pour clôturer. Ils sont devenus très accidentogènes. Fait que là, il y a une signalisation spéciale qui est mise en place. Là, on étudie la possibilité d'allonger les clôtures, mais on s'aperçoit aussi qu'allonger les clôtures sans rajouter des passages, ça donne rien parce qu'on déplace le problème. Les orignaux ont besoin de traverser, puis souvent, ils nous contournent les clôtures. Eux autres, marcher 5-6 km de plus, c'est pas grand-chose. Alors, il faut s'assurer qu'on maintienne les corridors où ils se déplaçaient naturellement par des passages. Sinon, notre clôture n'est pas efficace au niveau de sécurité routière. Depuis 4 ans, on compte des milliers de déplacements d'animaux dans les passages fauniques de la réserve des Laurentides. Les biologistes vont continuer à surveiller l'acclimatation de la faune à ces passages. Leur fréquentation devrait augmenter avec les années. Ils veulent aussi déterminer l'identité de chaque individu qui passe pour savoir combien de nouveaux s'ajoutent chaque année. Ce projet unique au Québec continuera à être un terrain de prédilection pour les scientifiques dans les années à venir. Après la pause, de nouveaux paysages lunaires. Depuis le temps qu'on photographie la Lune, on pourrait croire qu'on sait tout sur sa surface. Mais les images en haute résolution, fournies récemment par la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, nous font découvrir les paysages lunaires comme jamais auparavant. La Lune. Pour la majorité d'entre nous, c'est encore un corps rocheux, gris et stérile. L'exploration lunaire dans les années 70 nous a permis d'y mettre le pied, mais jamais de la voir dans son ensemble, avec autant de précision. La sonde lunaire LRO, en orbite autour de la Lune depuis 2009, nous rapporte des images d'une grande définition. Une vue imprenable de sa surface. Une visite guidée de la Lune, comme si on y était. Premier survol, le bassin oriental. Partiellement visible de la Terre, ce cratère est le résultat d'un impact gigantesque. Son diamètre correspond à la distance entre Montréal et Washington. Les nouvelles mesures topographiques révèlent l'ampleur du contre-coup. Les crêtes montagneuses qui entourent le point d'impact s'élèvent à plusieurs kilomètres au-dessus de la base du cratère. Dans les régions polaires de la Lune, certains cratères sont si profonds que la lumière du Soleil n'a pas atteint leurs entrailles depuis plus de 2 millions d'années. De nouveaux instruments de mesure permettent aujourd'hui de plonger dans cette pénombre pour découvrir des cratères encore plus jeunes dont la profondeur fait 2 fois celle du Grand Canyon. À la fois le plus jeune et le plus grand cratère, Tycho s'est formé il y a 108 millions d'années, alors même que les dinosaures régnaient sur Terre. Si on se rapproche de son pic central, on observe une montagne aux arêtes particulièrement vives. Au sommet, un rocher, aussi large qu'un terrain de football. Transportons-nous maintenant sur le plateau Aristarchus, un cratère dont la formation remonte aussi à environ 100 millions d'années. Ce qui se dessine juste au-dessus du cratère de gauche ressemble vaguement au lit d'une rivière. Mais en fait, c'est le résultat d'une coulée de lave. Prochain arrêt, la mer de la Sérénité. En décembre 1972, l'équipage d'Apollo 17 s'est posé juste ici, dans la vallée Torres-Littrow. C'était la dernière visite des hommes sur la Lune. À partir des caméras de la sonde lunaire LRO, on distingue la silhouette du module lunaire. Et à proximité, le véhicule lunaire, le rover. Tout autour, les traces du véhicule sur la surface de la Lune.
On met ensuite le cap sur la face cachée de la Lune, la région Compton-Belkovich. Une zone unique qui révèle une récente activité volcanique dans ces massifs invisibles depuis la Terre. Ce sont d'anciens volcans, complètement isolés des grandes zones volcaniques connues, que sont les mers lunaires. Enfin, toujours sur la face cachée de la Lune, le cratère Tsiolkovsky. Il se distingue par ses multiples cratères, qui étaient jadis des mers de lave. Des zones remarquables, avec leurs pics centraux. Plus on survole la Lune, plus on l'étudie, mieux on comprend l'évolution des planètes rocheuses de notre système solaire. Si la Lune donne l'impression, vue de la Terre, de changer peu, notre regard sur elle change avec le temps et la révolution des images lunaires. Après la pause, le test APS de dépistage du cancer de la prostate est-il nécessaire? Un aperçu. La semaine prochaine, à Découverte, le test APS de dépistage du cancer de la prostate. Est-il vraiment nécessaire? Ce test est efficace pour détecter le cancer, mais la plupart du temps, il dépiste des cancers inoffensifs. Une fois le diagnostic posé, toutefois, ces cancers sont souvent traités, avec des effets secondaires qui peuvent être importants. C'est un sujet controversé. Mon nom est Normand Grondin. Je suis journaliste. J'ai 53 ans. Mon médecin me suggère de passer un test de dépistage du cancer de la prostate, le test APS. Mais j'hésite avant de le faire. Pourtant, depuis 20 ans, c'est devenu un test de routine. 20 millions de Nord-Américains le subissent chaque année. Et à tous les mois de novembre, des millions de moustaches poussent pour encourager encore plus d'hommes à le faire. Mais j'hésite. Encore. Le succès du test APS, ou PSA en anglais, est dû en bonne partie à sa simplicité. Une prise de sang, un résultat. Le test APS de dépistage du cancer de la prostate, dimanche prochain, à Découverte. Et pour d'autres informations à la fine pointe de la science, écoutez Les Années-Lumière, tous les dimanches à midi, sur la première chaîne de la radio de Radio-Canada. Et je vous invite aussi à visiter notre blog afin d'échanger avec nos journalistes scientifiques sur les sujets de l'heure dans la zone science de radiocanada.ca. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.